Voilà, eh bien, merci à tous d'être là pour cette fin d'année scolaire, puisque nous sommes bientôt fin juin. Merci au Spoutnik qui nous accueille toujours gentiment et grâce auquel nous pouvons continuer nos cafés marxistes. Voilà, je voulais alors présenter mes excuses à la fois, nos excuses à la fois à Maurice Lemoine et aux personnes qui s'étaient déplacées la dernière fois pour le voir. On a eu un petit problème de micro qui n'a pas enregistré et on a été obligé, le pauvre, de lui demander de refaire à la maison sa conférence. Alors bon voilà, merci à Maurice Lemoine et merci à tous ceux qui nous suivent sur YouTube. Si on pouvait avoir les mêmes subventions que les grands partis politiques, on aurait un matériel, enfin bref. Nous sommes aujourd'hui le 17 juin et il y a 83 ans de cela, Charles Tillon, député communiste, déchu de son mandat forcément de ce fait en 1940 et condamné à 5 ans de prison par contumace par le tribunal militaire de Paris, lançait ce qu'on avait appelé l'appel du 17 juin contre l'occupant nazi et demandant l'arrestation des traîtres capitalistes français. Cet appel, contrairement à ce qu'on peut lire bien souvent sous le clavier de quelques plumitifs, ne fut pas un écrit personnel. En effet, à ce moment-là, Charles Tillon était l'un des 4 instructeurs interrégionaux du Parti communiste et c'est en tant que tel qu'il a réorganisé le parti dans une dizaine de départements du Sud-Ouest et c'est en tant que tel qu'il a lancé depuis la banlieue de Bordeaux, Gradignan, cet appel. Il était obligé de se cacher forcément, d'être clandestin puisque les autres députés communistes avaient été arrêtés. Il a entendu l'appel du maréchal Pétain à la radio demandant la cessation des combats et il a donc écrit immédiatement un texte qui a été distribué sous forme de tract par tous les kiosquiers de Bordeaux. Ils mettaient le tract dans les journaux et en vendant le journal, crac, ils envoyaient le tract. C'est arrivé comme ça jusqu'à Saint-Nazaire. Et ce texte disait, on a l'impression qu'il a été écrit pour aujourd'hui, le peuple français ne veut pas de l'esclavage, de la misère, du fascisme, pas plus qu'il n'a voulu la guerre des capitalistes. Il est le nombre, uni, il sera la force. Peuple des usines, des champs, des magasins, des bureaux, commerçants, artisans, intellectuels, soldats, marins, aviateurs encore sous les armes, unissez-vous dans l'action. Et effectivement, cet appel de la résistance de Charles Tillon est un appel à la résistance intérieure, au combat, directement ici. Celui de De Gaulle est un appel à le rejoindre à Londres pour une réorganisation. Et l'appel de Charles Tillon est lancé très clairement au nom de la lutte contre le fascisme. Lutte, vous pourrez le remarquer à chaque instant, toujours d'actualité, puisque la bête hideuse redresse la tête un peu partout et est en train de nous mener tout droit à la 3e et dernière guerre mondiale. Un dernier mot sur Charles Tillon avant que je passe à autre chose. Il fut le commandant en chef des FTP, francs-tireurs et partisans, ces combattants de l'ombre qui furent le fer de lance de la résistance contre l'occupant. J'en parle parce que vous avez dû tous entendre maintenant que notre vénéré président accepte dans son auguste bonté de panthéoniser Missak Manouchian, de le faire rentrer au Panthéon. Missak qui faisait partie des FTP-MOI, francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée. Eh bien, vous remarquerez, si vous écoutez les grands journalistes ou que vous lisez certains textes, qu'il n'y rentre pas en tant que communiste, mais en tant qu'étranger, en tant qu'arménien. Ce matin, je regardais rapidement, j'ai même vu sur un truc. Alors, il y en a un quand même qui avait marqué qu'il était proche du Parti communiste. Non, quand on fait partie des FTP, on est communiste. On n'est pas proche, on n'est pas des gens du voisinage. C'est le Parti communiste qui a organisé les francs-tireurs et partisans. Voilà. Et toute cette déformation volontaire de l'histoire, mais c'est devenu tel aujourd'hui que quand on affirme archive en main le contraire de ce qui est officiellement reconnu, on est hué.
C'est le cas de ma camarade et amie Annie Lacroix-Ries, c'est le cas de Georges Gasto, aussi présent, etc. Alors, avant de lui laisser la parole, je fais ma petite page de publicité habituelle. Alors, tout d'abord, évidemment, pour notre journal Initiative communiste, qui, comme le disait Lénine, est une indispensable formation militante. Et puis, bien entendu, pour notre revue théorique Étincelle, dont je vous recommande vivement la lecture. On a d'ailleurs justement 2 numéros à ce propos qui se suivent. Celui du mois de mai ici et celui du mois de septembre qui va arriver, le numéro 55 et 56, qui tous les deux tentent de combattre ce révisionnisme historique de façon rigoureuse, archivée, travailler véritablement. Voilà, il y a toute une série d'articles. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à tout cela, c'est pas cher. Dernière page de publicité, comme d'habitude, pour les éditions, quelques nouveautés des éditions Delga, puisque je parlais à l'instant de la trahison des élites. Je vous recommande la lecture de l'ouvrage d'Alexandre Ostrovsky, qui s'appelle Erreur ou trahison, enquête sur la fin de l'URSS. Ça se lit pratiquement comme un roman, hein, voilà. Un autre ouvrage très 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 intéressant de Christopher Simpson, je crois que j'en avais déjà parlé, Le boomerang américain, le recrutement des nazis par les États-Unis et ses conséquences délétères sur la politique intérieure et extérieure. Voilà. Avant de céder la parole, Georges Gasto, je voudrais vous souhaiter à tous de bonnes vacances studieuses, justement, avec tous nos ouvrages, et surtout, ne lâchez rien. Ne lâchez rien, car nos combats ne font que commencer. Nous reprendrons nos cafés à la rentrée du mois de septembre et aborderons, comme à l'ordinaire, des questions historiques comme la guerre germano-soviétique de 1941-45 avec Jean-Claude Leca, ou Annie Lacroix-Ries qui nous parlera des origines du plan Marshall, le mythe de l'aide américaine, du pré-bail aux accords Bloom-Burns de 1941 à 1946. Nous aurons aussi des cafés marxistes, bien évidemment abordant des questions philosophiques avec Catherine Cazenave qui nous questionnera sur l'avenir de l'éducation en France et plus particulièrement de l'enseignement philosophique. Nous aurons aussi la possibilité de réfléchir à des questions plus politiques actuelles avec Bruno Drevsky à qui nous poserons la question: la Russie est-elle impérialiste? Ou Anne Morelli, et à qui nous demanderons comment la propagande peut-elle nous faire adhérer à des guerres qui sont dangereuses pour toute l'humanité. Je vais maintenant céder la parole à notre philosophe, militant communiste, syndicaliste, Georges Gasto, agrégé de philosophie, ancien professeur de classe terminale et classe prépa à Lens, auteur de nombreux ouvrages, dont je ne cite que 2 ou 3, mais vous avez la liste que nous allons tenter de passer sur YouTube. Le nouveau défi léniniste, Marianne ne consomme pas, c'est un petit opuscule que vous pourrez vous procurer sur Internet, sur le site coollibri.com. Et surtout, les 5 tomes des Lumières communes, traité de philosophie générale à la lumière du matérialisme dialectique. Et ça aussi, moi, je trouve que ça se lit comme un roman. Voilà, il vient aujourd'hui nous parler d'un autre ouvrage de réflexion, Mondialisation capitaliste et projet communiste. Il y démontre, comme on le disait à l'instant, la nature exterministe du capitalisme impérialisme actuel et il explore les possibles bases de classe d'un universalisme conséquent, associant, comme l'avaient fait les FTP-MOI, le patriotisme populaire et l'internationalisme prolétarien. Voilà. Georges, à toi. Merci Gita. Oui, moi je préfère prendre le micro, si ça ne vous casse pas trop les oreilles, c'est bon. Voilà, alors d'abord, merci à tous ceux qui ont préparé ce café marxiste, c'est toujours un plaisir de revenir ici, ne serait-ce qu'à cause du nom du café qui nous accueille. Et donc effectivement, aujourd'hui je vais essentiellement vous parler du livre Mondialisation capitaliste et projet communiste. Le titre n'est pas très vendeur, j'avoue, puisque à l'époque, c'était un petit peu cassé, en fait, cassé la tête pour trouver un titre. Il regroupe, en fait, 5 articles et 5 essais différents. Et il avait été, à l'époque, édité par Le Temps des Cerises. C'était en 97, bien qu'il ait été écrit un petit peu plus tôt. Et donc, j'ai tenu à le rééditer,
parce que tout simplement, je voulais montrer que ce que j'avais écrit à l'époque, en gros, ça tenait la route. C'est possible de voir, 25 ans plus tard, si oui ou non, ce qu'on aurait pu dire à un certain moment, on l'assume encore ou pas. C'est ce qu'on appelle l'épreuve du temps. Donc, j'ai un petit peu, par-ci par-là, actualisé ce texte, parce que je me suis dit que quand même, bon, il ne fallait pas voler les lecteurs modernes et qu'il pouvait avoir un certain nombre de préoccupations qu'on n'avait pas en 97, mais globalement, je m'en suis tenu à la structure de la démonstration qui était celle de l'époque. Et cela d'une façon systématique, en m'interdisant en gros d'innover sur l'essentiel, parce que je voulais précisément maintenir le cap de ce qui avait d'abord été fixé à l'époque. À l'époque, j'étais encore membre du Parti communiste français, j'étais encore secrétaire de la section de Lens du PCF, et pour autant, il me semble que la ligne qui était défendue à l'époque était juste, parce que si vous dites le matin que c'est le matin, vous avez raison, et si vous dites le soir que c'est le matin, vous avez tort. C'est-à-dire que ce que je disais à l'époque sur le fait qu'à ce moment-là, il était encore possible de lutter à l'intérieur du PCF pour tenter, non pas de le changer de l'intérieur, ça je ne croyais déjà plus à l'époque, mais de regrouper les éléments révolutionnaires et de les séparer des éléments réformistes. Je pense que j'avais raison de le dire à ce moment-là, et je pense aujourd'hui que nous avons raison aussi d'affirmer que ce temps est derrière nous, que maintenant il faut penser à la reconstruction proprement dite. Bref, la vérité est éternelle, à un sens, mais à condition, toujours, c'est ça la dialectique, de la rapporter au temps où elle est énoncée. Voilà le paradoxe du vrai. Alors cela étant, eh bien, je vous présente ici rapidement les principaux points de ce livre. Le premier point porte sur ce qui à l'époque s'intitulait « Réduire la fracture idéologique ». C'est le titre du premier essai. À l'époque, c'était aussi un pied de nez à Chirac, parce que Chirac, qui était président de l'époque, s'était fait élire sous le slogan « Réduire la fracture idéologique », réduire la fracture sociale. Réduire la fracture sociale. Bien entendu, il n'a rien réduit du tout, il n'a fait que l'aggraver. Mais nous, communistes, à l'époque, eh bien, nous étions déjà dans l'incapacité de lui répondre véritablement, parce que, me semble-t-il, précisément, nous ne faisions pas le nécessaire pour réduire la fracture idéologique, et que tout au contraire, la mutation du PCF, qui à l'époque ne faisait que croître et embellir, avec Robert Rue qui venait d'être nommé secrétaire général du parti, ne faisait que dégrader le rapport du PCF à la lutte idéologique. Pendant fort longtemps, les partis communistes ont été des partis qui menaient la lutte politique, mais aussi la lutte sociale et la lutte idéologique. Et donc le PCF, avec honneur, a mené ce combat pendant des décennies. Pas toujours en ayant quelquefois, disons, un petit peu tardé, en ayant quelquefois un petit peu hésité, mais bon, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, comme on dit, mais en étant constamment du bon côté de la barricade sociale. Et en étant toujours, finalement, capable d'éclairer le chemin, même s'il a pu y avoir quelques hésitations sur tel ou tel point, à tel ou tel moment. Pour finir, le PCF a toujours joué son rôle, en gros, d'avant-garde de la classe ouvrière et du monde du travail. Et puis, petit à petit, et notamment déjà avec ce que j'ai appelé la pré-mutation du PCF, c'est-à-dire la période où Georges Marchais a accepté, sous la pression d'un certain nombre d'intellectuels droitiers du parti, dont Pierre Juquin et d'autres, bien de nettoyer en quelque sorte, de purger les statuts du PCF de toute référence à la dictature du prolétariat, au marxisme-léninisme et à toutes sortes de choses malséantes comme ça, notamment l'internationalisme prolétarien. Il faut savoir que la formule fondamentale des communistes, celle qui définit le communisme depuis les origines, depuis le manifeste communiste de Marx, c'est-à-dire prolétaires de tous les pays, unissez-vous, cette formule a été retirée des statuts du parti déjà en 1979. C'est vous dire que la dérive n'a pas commencé hier matin, quand j'entends dire certains camarades, à Vénissieux ou ailleurs, que, au fond, la dérive a vraiment pris corps à Martigues en l'an 2000, je me dis que ces camarades ont seulement 25 ans de retard. Bon, donc, en fait, il faut ici dire les choses clairement, appeler machin machin, et effectivement, dire que si le parti n'est pas capable, à telle ou telle époque, de mener cette lutte idéologique
qui tracte en quelque sorte la lutte politique, laquelle tracte à son tour les luttes sociales, les luttes syndicales, à ce moment-là, eh bien, le rôle d'avant-garde n'est pas tenu. Et dans une société, il faut bien comprendre ça, où forcément les moyens de communication, les moyens, disons, d'information, et même les moyens d'éducation, l'école, la fameuse école républicaine, dans laquelle j'ai enseigné pendant si longtemps, en constatant à quel point elle était peu républicaine, en fait, et bien tout cela travaille en réalité à créer la confusion dans la tête des travailleurs, des classes dominées. Il y a une formule de Marx qui, à mon avis, est introductive de tout le matérialisme historique, de tout le marxisme. C'est la formule qu'on trouve dans le premier grand ouvrage marxiste de Marx et d'Engels, qui ne sont pas des marxistes, qu'ils sont devenus. Et en 1845, dans un texte qui s'appelle l'idéologie allemande et que je vous engage à lire, il est écrit ceci, il est écrit dans toute société divisée en classes sociales, les moyens de production spirituels sont aux mains de ceux qui possèdent les moyens de production matérielle. Si bien que les pensées dominantes ne sont pas les pensées de la majorité de la société, mais les pensées de la classe dominante. Voilà pourquoi, effectivement, c'est ce que ne comprennent pas la plupart des gens qui se disent nous sommes en démocratie puisque les gens votent et puis c'est eux qui choisissent. Oui, mais ils ont quoi dans la tête, les gens? Et comment est-ce que, à l'amont du vote, eh bien, les rapports de force ont été constitués de telle façon qu'ils votent toujours pour ce qui est négatif pour eux. Ils émettent des votes qui sont des votes de servitude volontaire et non pas des votes d'émancipation. Et par conséquent, on a besoin de partis d'avant-garde, on a besoin de partis communistes, précisément pour que la fracture idéologique soit réduite, pour que les pensées dominantes ne soient pas les pensées des masses populaires, mais que justement les masses populaires puissent éventuellement s'émanciper des pensées dominantes. Sans un parti communiste, sans un parti d'avant-garde, elles ne peuvent pas y arriver. Elles ne peuvent pas y arriver toutes seules. Cela rebondit sur une formule de Lénine que peut-être certains d'entre vous connaissent, celle qui, dans la brochure Que faire, qui est à l'origine de ce qu'on a appelé le bolchevisme, Que faire, Что делать en russe, s'exprime ainsi, pas de mouvement révolutionnaire sans théorie révolutionnaire. Et donc, dans la mesure où le PCF de l'époque a petit à petit capitulé sur ce terrain, c'est le produit de ce qu'on a appelé l'eurocommunisme, c'est le produit de toute une pression qui a été faite sur lui au fil des années, sur la base d'un antisoviétisme virulent devant lequel il a fini par céder, tout simplement. Eh bien, ce qui s'est produit, c'est que la lutte a été abandonnée et que, sous prétexte d'être proche des gens, sous prétexte d'être le parti des gens, à l'époque c'était ce qui était sous l'intitulé de l'Humanité Dimanche, le parti pris des gens. Moi je disais le PCF, vous savez, le PCF, il s'appelle le PDG, le parti des gens, si vous voulez. Bon, eh bien, nous avons obtenu ce que nous devions obtenir, c'est-à-dire que le PCF s'est fondu dans une espèce d'ambiance globale européiste, anti-soviétique, réformiste, etc. Il n'a plus joué son rôle. Et pour finir, ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire qu'au lieu de se rapprocher des masses populaires et des gens, les fameux gens, il s'en est écarté, puisque les gens n'ont plus eu besoin de lui. En quoi pouvait-il leur servir à quelque chose? Puisqu'il disait, pour finir, la même chose que tout le monde. Et donc, peut-il renoncer à cette capacité qui fut la sienne pendant si longtemps, et qui faisait sa force, aussi curieux que ce soit, c'est-à-dire celle de nager contre le courant, d'aller contre le courant, et non pas d'être un parti qui se laisse dériver au fil de l'eau et qui suit les idées à la mode jusqu'à, dans la dernière période, voter les crédits nucléaires pour l'accompagnement des agissements de Zelensky et de tout ce gouvernement pro-nazi à Kiev. On en est là. Tout à l'heure, Gilda a commencé par l'appel de Tillon du 17 juin 1940, et aujourd'hui, on allait presque, je dirais, à l'appel de Tillon à l'envers, si l'on peut dire. Donc c'est gravissime. C'est gravissime parce qu'à partir du moment où il n'y a plus justement cette force capable effectivement de lutter à contre-courant sur le plan idéologique, il faut la reconstituer d'urgence. Et c'est à ça que servent les cafés marxistes, étincellent, et que essaient de servir modestement à un certain niveau, eh bien, la publication de livres comme ça, Mondialisation capitaliste, je vous engage quand même à lâcher, parce que tout à fait entre nous, ce qui a aussi été lâché, c'était quelque chose que menait la camarade Elsa Triolet,
à une certaine époque, parce que c'était elle qui était à la tête de ce qu'on appelait la bataille du livre. Le PCF a toujours mené une bataille du livre pour que les ouvriers, pas seulement les étudiants, lisent. Et aujourd'hui, et qu'ils lisent des livres, pas seulement qu'ils lisent qu'ils regardent des vidéos ou qu'ils lisent des articles par-ci par-là, des livres qui font des centaines de pages. Et donc, si vous voulez, des gens comme Maurice Thorez, comme Jacques Duclos, comme Benoît Frachon, étaient l'un mineur, le deuxième ouvrier pâtissier, le troisième était Benoît Frachon métallurgiste, je crois. Et non seulement ils lisaient des livres, mais à la fin ils écrivaient. Hein. Donc, faites cet effort, camarades. Je me tourne spécialement vers les jeunes. Je vous recommande aussi, parce que si je ne fais pas ma propre publicité, personne ne la fera. Donc, ce petit bouquin que j'avais écrit il y a quelques années qui s'appelle Sagesse de la Révolution, et aussi celui-ci, qui s'appelle Internationalisme et patriotisme, pour sortir des fausses alternatives que nous mettent dans la tête en permanence les médias capitalistes. Si vous voulez, en gros, pour approfondir un peu ce que je pouvais dire à l'époque, vous avez peut-être en tête l'idée, un concept très important dû à Antonio Gramsci, qui était le secrétaire général du Parti communiste italien et qui a été embastillé par Mussolini, qui est mort presque en prison. Ils l'ont sorti une semaine avant pour qu'il ne meure pas en prison, mais en gros, c'est ce qui s'est passé. Et donc Gramsci disait que l'une des batailles fondamentales des communistes, c'était la lutte pour l'hégémonie culturelle. Car si vous gagnez l'hégémonie culturelle, vous changez le climat global dans lequel se déroulent les luttes, et à partir de là, eh bien, vous pouvez être offensif et non plus seulement parer les coups. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire gagner l'offensive, gagner l'hégémonie culturelle? Ça veut dire, pour finir, je me tourne surtout vers ceux qui ont eu la chance de faire un peu de philosophie en terminale, eh bien, ça signifie gagner le droit de poser nous-mêmes les problématiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? La problématique, c'est la manière de poser le problème, comme son nom l'indique. Si c'est vous qui posez le problème comme il doit être posé, vous avez des chances d'imposer vos solutions. Si vous en restez aux problématiques de l'ennemi, vous êtes pris d'avance. Parce que les solutions qui sortiront de ces problématiques-là, elles seront d'avance favorables à la classe dominante. Par exemple, on va vous dire, êtes-vous patriote ou bien êtes-vous internationaliste? Et là, vous allez vous mouvoir là-dedans et vous allez ricocher à l'infini entre le LPA qui va vous dire qu'il faut être internationaliste et pas patriote, et Marine Le Pen qui va vous dire qu'il faut être patriote et pas mondialiste surtout. Hein. Elle dira mondialiste, elle ne dira pas internationaliste. Mais bon, pour finir, vous allez patauger. Alors que par exemple Tillon, regardez, tiens, voilà, je ne vais pas plus loin pour ne pas faire une tartine là-dessus, mais Tillon est à la fois le chef des FTP du point de vue militaire, c'est-à-dire quand même un combattant patriote émérite, hein, auquel on doit beaucoup, puisque c'est quand même les FTP pour finir qui ont fait la libération de Paris, hein, si on ne se cache pas les choses. Et d'autre part, il avait commencé sa jeune carrière de militant, si l'on peut dire, en 1920, en étant le chef de file avec Marty des mutins de la mer Noire, qui ont refusé de tirer sur les ouvriers russes lors de la tentative de Clémenceau d'étouffer la révolution russe à Odessa. Voilà qui ne nous rajeunit pas. Et donc, ma foi, à l'époque, on l'a qualifié de traître à la patrie. Mais non, il n'était pas plus patriote et pas internationaliste à l'époque où il était FTP, et internationaliste et pas patriote quand il était mutin. C'est tout simplement parce que lui, il posait les problèmes comme il fallait les poser, c'est-à-dire en termes de lutte de classe, en matérialiste. Et que par conséquent, il se disait, eh bien, de quel patriotisme suis-je porteur? S'il s'agit d'un patriotisme qui consiste à libérer mon pays, là j'en suis porteur. Et je le défends fièrement. Et j'ai pas honte d'être patriote. S'il s'agit en réalité, sous le nom de patriotisme, d'un nationalisme impérialiste qui consiste à imposer la loi de l'impérialisme français à la Russie, par rapport au 1920, avec Clémenceau, c'est Clémenceau qui avait envoyé la flotte française à Odessa, à ce moment-là, eh bien, merci bien. Vous le gardez, ce patriotisme-là n'est pas le mien. Et de la même manière, sur le plan de l'internationalisme, eh bien, nous sommes capables, nous aussi, de dire que nous défendons l'internationalisme prolétarien, tout est dans l'adjectif. Populaire, tout est dans l'adjectif, parce qu'il indique le contenu de classe, et par conséquent le contenu matérialiste. Et non pas pour le pseudo-internationalisme européen, qui n'est en réalité qu'un supranationalisme, un supranationalisme. Dans un terme, vous entendez l'égalité.
Internationalisme, ça veut dire faire entre. Hein. Tandis que dans supra, vous entendez la domination. Supra, au-dessus d'eux. Hein. Et là, vous avez bel et bien ici la construction d'un empire qui s'avère extrêmement dangereux, comme on le voit aujourd'hui, puisque l'Union européenne et l'OTAN sont désormais, je dirais, cul et chemise. Et que donc ceux qui prétendent sortir de l'OTAN sans sortir de l'UE sont en train de mentir, tout simplement. Bon, bref, voilà pour le premier article. Le premier article de l'époque, c'était reconquérons, regagnons la problématique. Reposons nous-mêmes la problématique. Ne nous laissons pas imposer la problématique de l'ennemi. Ne nous confinons pas dans des choix qui sont des choix négatifs, qui sont d'avance des choix pipés. J'aurais pu dire aussi, soyons dialecticiens, n'opposons pas ce qui ne doit pas l'être. N'opposons pas la patrie et l'international. Si effectivement derrière la patrie, vous avez une ouverture sur le monde, comme c'était par exemple le cas lors des combats de la Révolution française, vive ce patriotisme-là. Au passage, lisez une fois ou l'autre jusqu'au bout, puisque l'école ne vous l'apprend plus, le texte complet de la Marseillaise. Et vous verrez que ce texte complet de la Marseillaise est un texte insurrectionnel. C'est pas pour rien qu'il ne l'enseigne plus aux élèves. Et qu'il y a même un couplet qui est franchement internationaliste. Un français, ça dit ceci, français en guerrier magnanime, portez ou retenez vos coups. Épargnez ces tristes victimes à regret sarment contre nous. Autrement dit, épargnez les soldats ennemis. Parce qu'on les force à se battre contre la Révolution française, mais le despote sanguinaire, mais les complices de Boudier. Boudier, c'était le chef de file, un duc, un des émigrés de Coblence qui combattait la France. Et ça se terminait par, évidemment, aux armes citoyens, et ainsi de suite. Et par conséquent, ce texte est pratiquement en train de dire l'ennemi principal est dans ton propre pays. L'ennemi principal des Français en 1792-93 était en France même, et c'est ce que disait d'ailleurs à l'époque même Robespierre. Le deuxième point que traitait donc ce livre de l'époque, Mondialisation capitaliste, s'intitulait Décrypter la novlangue. Décrypter la novlangue. Alors aujourd'hui, tout le monde parle de novlangue, mais à l'époque, dans les années 90, je crois bien avoir été à peu près le premier. La novlangue, c'est un mot qui vient du romancier Orwell, George Orwell, qu'on trouve dans son roman 1984, et qui décrit un idiome politique, un idiome qui a été forgé par un régime totalitaire, et qui consiste à nommer les choses en inversant le sens des mots. C'est-à-dire que quand on dit démocratie, il faut entendre dictature, quand on dit paix, il faut entendre guerre, quand on dit émancipation, il faut entendre oppression, etc., etc. Et donc, tout ça, c'est la novlangue. Seulement, pour décrypter la novlangue, il faut encore avoir une clé. Il ne suffit pas de dire qu'il faut inverser le sens de tous les mots, parce que ce n'est manifestement pas le cas. Si vous commandez une bière, on va vous donner une bière, on ne va pas vous donner un Coca-Cola. Donc ça ne marche pas systématiquement. On ne peut pas dire qu'il suffit d'inverser et puis tout va bien. Il faut se souvenir là encore des clés données par le matérialisme historique marxiste. Et notamment dans l'idéologie allemande de Marx et d'Engels, dont je parlais tout à l'heure, qui est un texte véritablement fondamental. Pas très facile, il est vrai, parce que c'est un brouillon. C'est un brouillon. Beaucoup de textes géniaux de Marx et d'Engels sont des brouillons. Comme la dialectique de la nature et ainsi de suite, ils n'ont jamais été véritablement édités de leur vivant, parce que finalement c'était plutôt des textes de recherche. Mais bon, vive les brouillons de ce genre. S'il pouvait y en avoir plus, ça serait extrêmement important pour la recherche, comme son nom l'indique, est nécessairement tâtonnante. Et dans ce livre, donc l'idéologie allemande, effectivement, eh bien, Marx et Engels vous disaient déjà ce qui est la clé de l'idéologie bourgeoise, puisqu'il disait l'idéologie bourgeoise fonctionne comme une camera obscura. Mot latin ou italien, peut-être camera obscura, la chambre obscure. Dans un appareil photographique, en réalité, donc une chambre obscure, une caméra, au fond, le mot caméra en français vient bien du latin ou de l'italien, et donc les paysages sont reproduits à l'envers, la tête en bas. Si vous voulez, c'est comme quand vous regardez, votre œil fait la même chose. La caméra de l'œil humain produit la même chose, c'est-à-dire que sur votre rétine, les objets extérieurs sont projetés à l'envers, la tête en bas.
Et bon, c'est le cerveau qui rétablit l'ordre réel des choses, si vous voulez. Mais donc, comment faire pour que le cerveau politique, c'est-à-dire le Parti communiste, rétablisse les choses et les remette sur les pieds, alors que spontanément, toute la journée, on vous présente les choses en les présentant tête en bas, en quelque sorte. Vous voyez? Et là encore, eh bien, la clé, Marx et Engels le disaient, c'est l'analyse des rapports de classe. C'est l'analyse du mode de production. C'est l'analyse des rapports de force entre les classes sociales. Il faut à tout instant, effectivement, se poser la question en termes de classe. On vous dit liberté. Est-ce que vous êtes pour ou contre la liberté? Vous répondez, ça dépend. Ça dépend pour quelle classe. Si c'est la liberté pour BlackRock, si c'est la liberté pour le CAC 40 et ainsi de suite, je suis contre. Figurez-vous. Je ne suis pas pour toute forme de liberté à effet. À ce moment-là, je suis à la fois totalitaire, si vous voulez. Eh bien, j'assume. De ce point de vue-là, ça s'appelle la dictature du prolétariat. Ceux-là, il faut leur couper les vivres, il faut faire en sorte qu'effectivement ils cessent de nuire, parce que, ça je le montrerai un peu plus loin, ils mènent le monde à la catastrophe, et peut-être même à l'anéantissement. Alors de cette liberté-là, si vous voulez, nous pourrons peut-être nous prémunir. S'il s'agit par contre des libertés pour le peuple, de la possibilité, en clair, si on met un contenu non pas mystique, mais concret derrière le mot liberté, pour la capacité pour chaque peuple, la capacité pour chaque individu de s'épanouir, de se développer, d'aller au bout de ses propres volontés et plus exactement de ses capacités, de ses puissances, alors là oui, bien sûr, il faut être pour. Et c'est pourquoi la dictature du prolétariat, c'est aussi et c'est surtout la démocratie la plus large pour le peuple. Donc il ne faut pas simplement ici en rester aux mots dans l'abstrait, c'est-à-dire à ce qu'on appelle une approche idéaliste des choses. L'idéalisme, c'est l'abstraction, c'est-à-dire le fait de poser des grands mots, des grands termes, indépendamment des contenus réels qu'ils peuvent comporter. Il faut toujours dire pour qui, pour quelle classe. La paix, pour quelle classe. La guerre, pour quelle classe. Récemment, une camarade me disait, nous les communistes, est-ce que nous sommes pacifistes? Je lui disais, nous sommes pacifiques. Nous sommes pacifiques, nous voulons la paix. Je ne dirais pas que nous sommes pacifistes. Parce qu'il y a des moments où, comme le père de Gitane ici présente, eh bien, il faut savoir prendre les armes pour chasser l'oppresseur. Et ça, c'est pas du pacifisme. C'est pas de la non-violence. Si on te frappe sur la joue droite et que tu peux riposter et que tu ne le fais pas, tu vas finalement encourager l'oppresseur à aller plus loin. Tu vas faire comme à Munich ont fait les puissances occidentales qui ont effectivement laissé les mains libres à Hitler pour occuper la Tchécoslovaquie, pour la démembrer, et qui, ayant fait cela, évidemment, ont encouragé Hitler à aller plus loin, et ensuite, effectivement, donc à fomenter la Deuxième Guerre mondiale. Donc, toujours donner un contenu concret, ici, à ce décryptage de la novlangue. J'aime autant vous dire que la novlangue, en 2023, elle est vachement plus puissante qu'elle ne l'était en 1997. Et en particulier aussi parce qu'elle a reçu un renfort qui est trop souvent négligé, que beaucoup de gens, et notamment malheureusement de jeunes, parce qu'on leur bourre le crâne depuis la maternelle, ne voient plus, ne sont pas habitués à voir, mais c'est le jargon anglo-américain. Ce n'est pas rien que de se laisser imposer la façon de nommer les choses. De même qu'il faut reconquérir la problématique, il faut reconquérir l'onomastique. L'onomastique, c'est la façon de nommer les choses. Si vous n'êtes pas maître de la façon dont vous nommez les choses, si on vous dit comment il faut parler, et si ça vous vient du dehors, et que vous êtes obligé effectivement de vous couler dans un moule où les rapports de force sont encore bien pires, parce que par exemple, aux États-Unis, les rapports de force entre la classe ouvrière et le capital sont bien plus dégradés qu'ici, eh bien à ce moment-là, vous serez encore plus dominé. Vous serez dans ce que la Boétie, le philosophe du XVIe siècle, ami de Montaigne, appelait la servitude volontaire, c'est-à-dire la pire servitude qui soit, celle que l'on cultive soi-même. Celle contre laquelle on ne peut pas se rebeller, puisqu'on s'imagine que ça vient de nous, et qu'on appelle triomphe de la novlangue, l'oppression du nom de liberté. Ensuite, effectivement, donc, je passe au troisième point qui est peut-être un peu plus litigieux.
ce point. Alors là, j'indique que je parle bien en tant que Georges Gastaud, philosophe, et pas forcément en tout point, en tant que secrétaire national du PRCF, car j'ai une propre position aussi sur certains sujets, et le PRCF ici n'est pas censé me suivre sur n'importe quoi, pas plus que d'ailleurs il ne me demande, en tant que chercheur, si vous voulez, de m'aligner sur tout ce qu'il dit en termes de recherche. Sinon, toute recherche serait impossible. Et donc, ce que je dis ici, c'est un petit peu la recherche que j'ai faite sur les causes de la contre-révolution dans les pays de l'Est. Pour arriver à recadrer la problématique moderne, pour arriver à comprendre où nous en sommes aujourd'hui, il faut d'abord comprendre que nous sommes dans une période contre-révolutionnaire. Si on ne comprend pas ça, on lit tout à l'envers. C'est toujours le même phénomène de l'inversion idéologique dont je parle depuis le début. C'est-à-dire que si, comme l'humanité l'écrivait déjà, rendez-vous compte, en 1991, en août 91, au moment où le Parti communiste de l'Union soviétique était interdit par Boris Eltsine. Terrible. Les gens qui ont vécu ça, effectivement, comme moi à l'époque, ont vécu peut-être un des pires moments de leur existence. Eh bien, si donc vous êtes devant une chose pareille, vous vous demandez comment on est arrivé là, et l'humanité à l'époque titrait malheureusement quelque chose d'affreux, d'impardonnable, d'incurable. Sur 2 pages, elle titrait PCUS, PCF, la nuit et le jour. Au moment où le PCUS, Parti communiste de l'Union soviétique, était interdit, et où les cadres du PC de l'Union soviétique étaient jetés en prison, voilà ce qu'écrivait l'humanité. À l'époque, c'était pas encore Robert Hue, c'était encore Georges Marchais, rendez-vous compte. Et donc, il était écrit là-dedans que, bon, PCUS, PCF, la nuit et le jour, la nuit c'était le PCUS, le jour c'était le PCF. Vous vous rendez compte? Et cela au moment même où, même s'il y avait des griefs à l'égard du PCUS, il fallait les défendre, c'était une question d'honneur. On ne laisse pas les camarades aux mains de l'ennemi. Quoi qu'ils aient fait, et s'ils ont fait des choses graves, c'est nous qui devons les juger, et non pas nos ennemis. Et donc, effectivement, ça avait produit chez certains camarades, dont j'étais, cette révolte qui avait donné naissance à l'époque au comité Erich Honecker de solidarité internationaliste. Pourquoi? Parce que nous disions qu'il fallait défendre tous les communistes de l'Est qui ne s'étaient pas reniés lâchement, comme Gorbatchev ou comme Eltsine, et qui, au contraire, dans les conditions de l'époque, malgré, effectivement, toutes les difficultés, continuer comme Erich Honecker sortant de l'ambassade de Berlin, donc sortait le point tendu au moment même où Boris Eltsine, il était dans l'ambassade soviétique à Berlin, voilà, c'est ça. Et donc Boris Eltsine venait de livrer Honecker à Helmut Kohl, si vous voulez. Bon, quelle trahison pire que ça, quoi. Quel déshonneur. Quelquefois, on peut même se dire que la Russie actuelle paye ce crime-là. Elle continue de payer ce crime-là. Et quand je vous dis ça, pour autant, je suis pour la défaite, clairement, de l'axe UE-OTAN, ennemi principal des peuples et de la paix. Mais n'oublions pas quand même tout ce qu'il y a derrière. Derrière, il y a l'immense, l'énorme, la veule trahison de l'Union soviétique, qui a été celle des dirigeants soviétiques, ou du dirigeant plutôt anti-soviétique de l'Union soviétique. Vous voyez, la dialectique, ici, il faut aller la chercher, mais c'est la réalité, elle dit la réalité. Alors comment en est-on venu là? Parce qu'on n'aurait jamais pensé, dans un certain nombre, enfin, certains camarades n'auraient jamais cru possible que l'Union soviétique s'autodétruise comme elle s'est détruite à l'époque. Et donc, dans l'essai numéro 3 de ce livre, Mondialisation capitaliste et projet communiste, j'essaie de voir quelles sont les causes profondes qui ont permis le triomphe de la contre-révolution à l'Est. La plupart du temps, quand on donne une causalité, on donne une causalité purement unique et linéaire. Pour les uns, c'est l'impérialisme qui, par sa pression, a fait tomber le socialisme. Il y a du vrai là-dedans, mais est-ce que c'est la seule raison? C'est vrai que l'impérialisme était très fort, mais à une autre époque aussi, quand par exemple, effectivement, Hitler a tenté d'envahir l'Union soviétique, eh bien, il s'est cassé les dents. Donc, ça ne suffit pas comme explication. Il y a des moments où l'Union soviétique a tenu, et il y a d'autres moments où, bizarrement, elle s'est écroulée, comme un château de cartes. Donc, qu'est-ce qui se passe? D'autres disent, eh bien, c'est tout simplement
des causes internes, c'est la trahison. C'est parce qu'effectivement, il y avait des traîtres à la tête du parti, que ce soit Gorbatchev ou Eltsine. Oui, mais ça ne suffit pas non plus de dire ça. Parce que comment se fait-il qu'un parti comme le parti de l'Union soviétique, avec 19 millions de membres, avec l'histoire héroïque qui était la sienne et ainsi de suite, ait pu mettre à sa tête des traîtres? Et pas qu'un seul, mais des traîtres qui ont eu la majorité à différents congrès du parti, au 27e, au 28e, au 29e congrès, 3 fois d'affilée, en quelque sorte. Et que les éléments léninistes, les éléments combatifs, les éléments révolutionnaires n'aient pas réussi, malgré leurs efforts, à redresser la barre. Comment ça se fait? Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui ait gâté un petit peu le système du dedans, qui est en quelque sorte perverti, là encore, la problématique à l'intérieur de l'Union soviétique, qui ait facilité la conquête à l'intérieur de l'Union soviétique de l'hégémonie des thèses bourgeoises, des thèses social-démocrates, qui ont fini par se cristalliser dans la notion de perestroïka. Donc, j'essaie de comprendre ici comment, en fait, les facteurs internes et les facteurs externes s'enchevêtrent. Comment les conditions dans lesquelles l'Union soviétique a dû se développer, c'est-à-dire en étant dans un monde relativement confiné, au départ, effectivement, la révolution d'octobre aurait peut-être pu s'étendre à l'ouest, vous le savez, elle aurait pu gagner, peut-être, sait-on jamais. Les bolcheviks, y compris Lénine, comptaient sur la victoire du prolétariat en Allemagne, en particulier. Vous savez que la révolution allemande spartakiste a été écrasée d'ailleurs par la social-démocratie. On sait aujourd'hui de façon certaine que l'ordre d'assassiner Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht n'est pas un coup isolé des corps francs qui vont donner par la suite le parti nazi, parce que c'est comme ça que ça s'est passé, mais que c'est un ordre bel et bien émanant de Scheidemann et de Noske, les chefs de file du Parti social-démocrate allemand. Bon, mais voilà, ça a été cette condition. L'Union soviétique s'est ensuite trouvée relativement confinée, isolée, et donc encerclée pendant des dizaines et des dizaines d'années. Or, si vous relisez Marx et le manifeste du Parti communiste, vous savez bel et bien que le communisme est forcément un phénomène mondial. Et quand je dis ça, je ne suis pas trotskiste, je vous rassure tout de suite. Ce n'est pas du trotskisme que de dire ça, c'est du marxisme. C'est le manifeste du Parti communiste, c'est prolétaire de tous les pays unis, c'est bon, ça le dit. Je suis suffisamment patriote pour pouvoir dire ce que je dis là sans être suspect de vous vendre de la camelote trotskisante, si vous voulez. Alors, étant donné ce genre de choses, pour autant, Lénine, qui était un homme effectivement très clairvoyant, très perspicace, qui voyait toujours les choses à l'avance, qui ne se contentait jamais de la victoire d'aujourd'hui et qui voyait comment gagner la victoire de demain, en quelque sorte, Lénine s'était dit il faut que le parti prenne des mesures. Il faut que le parti se rende compte qu'effectivement, si la construction du socialisme doit être entreprise à l'Union soviétique, et il faut l'entreprendre, socialisme dans un seul pays, oui, c'est possible, mais avec des contreparties. Renforcer l'internationale communiste. Faire en sorte que donc les communistes soient solidement unis à l'échelle mondiale. Et d'un. Renforcer l'anti-impérialisme. Faire en sorte qu'il y ait un lien indissoluble entre les luttes prolétariennes et les luttes anti-impérialistes des peuples luttant contre l'impérialisme, anticolonialisme et ainsi de suite. Il fallait également, disait Lénine, collectiviser la direction du parti, car Lénine était terrifié par ce qu'il voyait venir avant sa mort. Et Lénine, vous savez que bon, il a eu d'abord, il a été victime d'un attentat qui ne lui a pas arrangé la santé. Et deuxièmement, qu'ensuite il a été victime d'accidents vasculaires cérébraux à répétition. Et donc, bon, il a bien vu qu'il allait mourir. Et donc, il a tenté effectivement ici de parer ce qui pouvait dégénérer après lui. D'abord, il disait il faut élire au moins 50 ouvriers à la production, c'est-à-dire qui ne soient pas des institutionnels du parti, dans le comité central. Les meilleurs ouvriers doivent être à la direction du parti pour que ça ne soit pas que l'affaire, effectivement, même d'excellence intellectuelle bolchevique. Et ensuite, eh bien, il passait à la critique de tous les membres du comité central existant. Le comité central, à l'époque, c'était 15 personnes. C'était pas comme aujourd'hui, dans ces comités centraux, où il y a 150, 250, 350 personnes, etc. C'était un vrai comité central, quoi.
Et bon, il en faisait une critique, disons, peu complaisante. Enfin, il avait le droit de le faire, il était au seuil de la mort, et il avait assez donné pour pouvoir parler franchement. Et donc, effectivement, collectiviser la direction du parti, est-ce que c'est véritablement ça qui s'est fait par la suite? Je ne réponds pas à la question. Vous voyez? Est-ce que par ailleurs, il ne fallait pas aussi, et ça il insistait également, eh bien, développer au maximum les rapports ouvriers-paysans? Et là, il écrivait toute une série de thèses sur ce qu'il appelait la coopération. Autrement dit, faire en sorte que le socialisme se développe à la fois par le goût, la planification, la socialisation des grands moyens de production, mais aussi le développement d'initiatives populaires, d'initiatives ouvrières au maximum dans tout le pays. Mais aussi, et là aussi il y avait une divergence avec les dirigeants de l'époque, divergence qui d'ailleurs revient aujourd'hui quand on regarde les choses un peu entre les lignes, y compris dans les propos de Poutine, il y a des échos de ce débat de l'époque, sur que devait être l'État soviétique qui germait à la suite de la Révolution d'octobre. Là, il y avait deux thèses qui s'opposaient. Il y avait la thèse fédéraliste et la thèse confédéraliste. La thèse fédéraliste, qui était celle de Lénine à l'époque. C'est bizarre, hein, parce que vous pourriez vous dire, bon, il était bolchevique, donc jacobin, donc centraliste. Pas du tout, c'est pas aussi simple que ça. Ça dépend. Quand on est marxiste, c'est toujours ça dépend. Ça dépend, la vérité est toujours concrète, effectivement. Et Lénine était pour une fédération d'États souverains, en réalité, dont chacun devait avoir le droit, s'il le souhaitait, de quitter l'Union soviétique. C'était le droit de sécession qui d'ailleurs est resté inscrit pour finir dans la constitution soviétique jusqu'à la fin, en quelque sorte. Alors qu'il y avait d'autres membres de la direction du parti bolchevique qui se prononçaient plutôt pour une direction fédérale avec une Russie soviétique. Hein. Et donc en fait il y a eu une discussion quelque part, et le pays a fini par s'appeler non pas République fédérative soviétique de Russie, mais Union des républiques socialistes soviétiques. Vous le remarquerez, sans aucun indice de nationalité, puisque dans l'URSS, il n'y a aucune indication de Russie, d'Ukraine, de Lettonie, d'Estonie, de ce que vous voudrez, quoi, en quelque sorte. Bon, donc, si vous voulez, il y a une lutte politique sur tous ces sujets. Cette lutte, elle n'est pas close, aujourd'hui sans doute. Quand Poutine a pris la parole le 22 février, juste avant l'intervention des troupes russes à l'Ukraine, il a fait référence très ouvertement à ce débat. Et il a accusé Lénine d'être le véritable auteur de la tragédie que vit la Russie. Aujourd'hui, c'est un comble. Hein, en disant, ben, si Lénine n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu d'Ukraine indépendante et on ne serait pas là en train de faire ce que nous sommes en train de faire. Voilà. En réalité, faisant ce qu'il a fait et disant ce qu'il a dit, il n'a pas été spécialement habile, ni politiquement, ni militairement. Parce qu'il a signifié aux Ukrainiens que leur État n'avait pas le droit à l'existence. Ce qui n'est pas spécialement intelligent si l'on veut effectivement éviter de fédérer toute la population ukrainienne face à soi. Et oui. Et quand je vous dis ça, je vous redis que pour autant, je considère que l'OTAN et que l'Union européenne sont les fauteurs de guerre numéro 1 dans ce point-là et que je souhaite la défaite de ce bloc impérialiste dangereux pour le monde entier. Hein. Donc, mais ça n'empêche pas d'ouvrir les yeux. C'est pas parce que on me cite tout le temps la phrase d'Elsa Trioli qui dit que les barricades n'ont que deux côtés. Mais cette phrase ne signifie pas qu'il faut être bête. Elle n'a jamais voulu dire que du moment qu'on avait choisi le bon côté, après il fallait se comporter comme un idiot et donc approuver tout ce que fait son camp, y compris quand c'est idiot. Hein? Bon, donc au contraire, si on veut la victoire de son propre camp, il faut aussi, à certains moments, assumer des critiques, dire les choses telles qu'elles sont, car, belle phrase de Rosa Luxembourg, que je vous cite, pour des jeunes intellectuels communistes, je pense que c'est la plus belle phrase qui soit à retenir. Il n'y a rien de plus révolutionnaire que de dire ce qui est. Traduction en français jaurétien, le courage, c'est chercher la vérité et la dire. Voilà. Et ça ne signifie pas qu'il y ait, sous prétexte qu'on veut faire plaisir à son parti, à sa classe, et ainsi de suite, qu'il faut toujours abonder dans le même sens. Quand on a le sentiment que son camp se trompe, il faut le dire. Mais cela dit,
ça ne doit pas être prétexte à changer de camp. Vous voyez, il faut être habile de ce côté-là, hein, dégourdi mentalement. C'est pas parce qu'on fait une critique qu'on change de camp, et c'est pas parce qu'on garde son camp qu'on ferme sa gueule. Voilà, je m'en tiens à cela pour l'instant. Et donc, effectivement, ici, c'est tout simple. D'ailleurs, c'est tout simple, puisqu'à l'arrivée, effectivement, vous aviez des gens qui ont joué sur cette espèce de monolithisme de principe qu'on avait à l'Union soviétique et qui datait des années 30, à savoir, bon, quand le parti a parlé, la discussion est finie. Quand, donc, du coup, la direction du parti a parlé, eh bien, la discussion est finie dans le parti, et ainsi de suite. Et donc, quand le chef de la direction du parti a parlé, eh bien, la direction aussi se tait, tout est fini. Bon, voilà, on avait cette façon de voir qui s'est révélée catastrophique. Tant qu'on avait à la tête du parti des communistes, c'est-à-dire tant qu'on avait Lénine, Staline, ou peut-être encore, parce que moi je ne morcis pas le tableau, je ne dis pas que Khrouchtchev c'est pareil que Gorbatchev, il y a des nuances, si vous voulez. Tant qu'on avait encore des gens qui étaient de culture communiste, le monolithisme, le fait de tous faire bloc, ça peut être une chose efficace, à court terme. À court terme, oui. Parce que là, voilà, on a l'unité, la discipline, etc. Mais supposez que le chef s'appelle d'un seul coup Gorbatchev, que le chef en France s'appelle Robert Hue, que le chef en Espagne s'appelle Santiago Carrillo, traître au parti espagnol, ou que le chef s'appelle Achille Oqueto en Italie, l'homme qui a demandé et obtenu la dissolution du parti. À ce moment-là, on est habitué à obéir, on obéit, on fait bloc, tout le monde suit. Tout le monde suit comme les enfants dans le conte du joueur de flûte de Hamelin, hein. C'est-à-dire que tout le monde suit le joueur de flûte qui va vous précipiter dans la rivière et vous noyer tous ensemble et en même temps. L'inverse de ce que nous voulons, si vous voulez. Donc ici, je crois qu'il y a bien des leçons à tirer, qu'il faut défendre l'Union soviétique d'un bout à l'autre de son histoire. Et moi je l'ai défendu jusqu'en 1991, jusqu'à sa chute à l'époque. J'aurais été très content si Yanaïev et toute son équipe avaient réussi, bien qu'ils n'aient pas été des léninistes conséquents et de fort loin, à au moins retarder l'échéance, si vous voulez. Mais pour autant, ça ne signifiait pas que je crois qu'il fallait se taire sur les dérives qui s'étaient accumulées dans toute l'histoire de ce pays. Et disant cela, ce n'est pas du tout pour leur donner la moindre leçon, car pour finir, comment pourrions-nous leur donner des leçons alors que nous, ici, nous n'avons pas fait la révolution, hein, en 100 ans, effectivement, non seulement nous ne l'avons pas faite, mais nous nous sommes éloignés de l'objectif. Bon, ce ne sont pas des leçons, ce sont des analyses dont on a besoin. Je ne vais pas plus loin ici. Après, il y a une partie dans mon livre de l'époque qui s'intitule donc Marxisme et universalisme. Alors il y a plusieurs aspects là-dedans. Il y avait notamment un texte sur les questions de philosophie de la physique, de philosophie de la cosmologie, et ainsi de suite. Je ne sais pas si aujourd'hui je les aurais remis tels quels, mais bon, on reverra cela peut-être l'année prochaine aux éditions Delca. J'aurai un livre qui s'intitulera Dialectique de la nature, le grand rebond. Donc on reparlera de ça peut-être à ce moment-là pour ceux que ça intéresse. Ce sont des questions difficiles et délicates, je les laisse de côté aujourd'hui parce que je ne peux pas tout traiter. Mais c'est le point principal qu'a abordé tout à l'heure Gilda. Ce que je mettais en avant déjà à l'époque, c'était le caractère exterministe du capitalisme impérialisme contemporain. Je dis le capitalisme, trait d'union, impérialisme. Comme nos camarades grecs disent socialisme, trait d'union, communisme, en quelque sorte. Parce que ça se fait, c'est symétrique, ça fait miroir. Eh bien, effectivement, je ne dis pas que nous sommes dans un nouveau stade du capitalisme, nous sommes toujours sur le stade impérialiste décrit par Lénine en 1916, dans sa brochure bien connue, L'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Mais cet impérialisme a pris un tour aujourd'hui que je qualifie d'exterministe, faute d'autres termes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si je vais à l'essentiel, que le capitalisme moderne, ça fait frémir à dire, peut-être à écouter, mais quand on a compris cette chose, ensuite on est mieux armé pour se battre contre elle, mais le capitalisme est tel aujourd'hui que son maintien
en longue période signifierait l'anéantissement de l'humanité. C'est ça que ça signifie. Nous ne nous battons plus à notre époque seulement pour la justice sociale, pour la fin des classes sociales, pour la fin de l'oppression de l'homme par l'homme et de l'exploitation de l'homme par l'homme. Nous nous battons aussi pour sauver, littéralement, sauver l'humanité et peut-être même sauver le vivant par rapport à un système universellement prédateur que l'histoire n'a jamais connu à un point tel. Le capitalisme, vous le savez, a d'abord été un système relativement progressiste. Si vous relisez le manifeste du Parti communiste de Marx et Engels, vous verrez que il y a trois parties, et la première partie est presque un éloge du capitalisme. Parce que le capitalisme a dissous la société féodale, a perpétué les rapports patriarcaux, a déstabilisé, en fin de compte, ici, toutes les vieilles hiérarchies, et notamment toutes les vieilles religions. Et donc même s'est avéré, dans une certaine mesure, porteur d'un grand potentiel de libération et d'émancipation. Il a fait bouger, il a donné un grand coup de pied, en quelque sorte, dans la fourmilière, et du coup, il a permis des trajectoires émancipatrices qui sont parties de tous les côtés. Très bien. Y compris, par exemple, la lutte des femmes, si vous voulez. Donc, il faut avoir des choses d'une vision dialectique, voir tous les côtés de la contradiction. Mais nous ne sommes plus en 1848. Nous ne sommes plus dans le capitalisme encore anti-féodal, révolutionnaire, porteur encore de signification pour l'humanité relativement progressiste. Le mot libéral à l'époque, quand vous étiez libéral en 1840, vous finissiez en cabane, comme Stendhal ou d'autres gens de cet ordre. Le mot libéral à l'époque, et même d'ailleurs aux États-Unis aujourd'hui, encore le mot liberal signifie de gauche, pratiquement. Vous voyez, donc, il faut toujours contextualiser ici les choses. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. D'abord sur le terrain militaire. Quand j'ai écrit cet essai, qui n'a été publié qu'en 1997, et dont les traits principaux étaient déjà fixés dès 1984, j'ai pas trouvé l'éditeur à l'époque. Et l'Humanité, Révolution et tous les journaux de l'époque n'étaient pas spécialement preneurs de ce type de texte. Donc, je remarquais une chose terrible, étonnante, stupéfiante, c'est qu'on se balançait, on se projetait de plus en plus vers l'éventualité d'une guerre américano-soviétique, une guerre nucléaire, et qu'il n'y avait pas de défense, il n'y avait pas de défense immunitaire. Qu'on avait beau dire, y compris les communistes français à l'époque, et avec raison, attention, si on continue comme ça, on va vers un embrasement mondial, et avec les armes nucléaires modernes, c'est pas la même chose que de se battre comme en 1914 sur des lignes de front. Eh bien, il n'y avait aucun écho, ou pratiquement rien. Et que, bon, ben voilà, tant pis, on verra bien, on y va. Les plus anciens savent ici qu'il y a eu à l'époque ce qu'on a appelé la crise des euromissiles. C'est 1984, c'était le président Reagan à l'époque qui dominait les États-Unis, un va-t-en-guerre à côté duquel on pourrait presque dire que Biden actuellement est un enfant de cœur. Et donc Reagan, toutes les 5 minutes, quand il prenait la parole aux États-Unis, prophétisait, comme on aime le faire aux États-Unis, en lien avec la religion protestante, et annonçait ce qu'il appelait l'Armageddon. L'Armageddon, c'est-à-dire le grand combat définitif qui va opposer l'empire du bien, c'est-à-dire les États-Unis, à ce qu'il appelait nommément comme ça l'empire du mal. L'empire du mal, c'est-à-dire l'Union soviétique. Et donc, il vous expliquait froidement que, après tout, les communistes, ce sont des athées, des mécréants, que s'ils sont anéantis, ils disparaîtront, point final, on débarras. Tandis que nous, de toute façon, dans le pire des cas, si on perd, on va au paradis. Nous, si vous voulez, regardez ici combien, par exemple, la religion peut, dans certaines conditions, jouer le rôle d'un abri atomique parfait. Un abri absolu. Vous voyez, qui vous permet d'abriter le pire non-sens, c'est-à-dire la destruction de l'humanité, derrière un semblant de sens, c'est-à-dire l'au-delà, en quelque sorte. Et ça allait de pair. Après, on se demande comment il se fait que les religions remontent à l'échelle du monde. Les religions, et pas sous leur forme la plus sympathique, car je ne suis pas en train de dire que tous les chrétiens musulmans, etc., sont des exterministes, pas du tout. Beaucoup de gens parmi eux veulent effectivement le bien de leur prochain, si vous voulez. Mais je suis en train de dire qu'il faut voir les choses à travers la dynamique d'un mode de production qui est aujourd'hui à bout, qui est au bout du rouleau, qui est à bout de force, qui est complètement essoufflé, qui aurait déjà dû disparaître depuis longtemps, qui se survit en quelque sorte.
qui ne se survit et qui ne s'est maintenu au XIXe et au XXe siècle, surtout au XXe siècle, que par le nazisme, le fascisme, Hiroshima, la course aux armements, la course aux armes nucléaires, et la façon dont il a utilisé tout cela pour effectivement épuiser l'Union soviétique et la mener à ce qui a été la contre-révolution dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez ? Si on ne voit pas cela, on ne voit pas pourquoi, à notre époque, le socialisme de nouvelle génération que nous voulons, le socialisme communisme de nouvelle génération que nous voulons, qui, bien entendu, prendra appui sur ce qu'a fait de meilleur le socialisme précédent. Il ne s'agit pas de renier le passé, pas du tout. Mais il s'agit de prendre en compte les problématiques modernes aussi, si vous voulez. Ce socialisme communisme moderne doit prendre en compte la problématique fondamentale de la survie et du développement de l'humanité dans les conditions d'aujourd'hui. En ce sens, au passage, je ne redis pas, les camarades de l'époque disaient oui, mondialisation capitaliste, tu vas appeler ça comme ça. Est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir une mondialisation communiste? Je réponds, mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. Je ne suis pas un nationaliste racorni. Ça, c'est la caricature qu'on fait en permanence du PRCF. Vous ne croyez pas qu'on pourra résoudre les problèmes écologiques, environnementaux, les problèmes épidémiques, les problèmes d'alimentation de l'humanité, si tous les pays du monde ne coopèrent pas entre eux, s'ils ne planifient pas entre eux les rapports avec le monde, s'ils ne reconstruisent pas entre eux l'environnement qui a déjà été totalement saccagé. Vous voyez, c'est une reconstruction générale qu'il faut de ce côté-là. C'est l'affaire, effectivement, d'ailleurs grandiose, d'ailleurs enthousiasmante pour des jeunes de votre génération, en fin de compte, qui nous attend. Et on n'a pas le choix, parce que si on ne le fait pas, ils détruiront tout, ils casseront tout. La problématique, on me dit, mais ça ne marche pas ton truc, parce que les capitalistes veulent le profit. Et donc, s'ils détruisent l'humanité, il n'y aura plus de profit. Oui, mais ça ne marchera comme ça. Eux, ils sont dans la dynamique, dans la logique qui est la leur, c'est la logique du tout profit. Chaque capitaliste, séparément, chaque capitaliste, les capitalistes pris dans leur ensemble, ils ne vont pas vous dire qu'ils veulent la mort de l'humanité. Ils sont, comme vous et moi, ce sont des êtres humains. Je ne suis pas en train de dire que ce sont des monstres. Ils ne veulent pas la mort universelle, mais séparément, chacun d'eux, qu'est-ce qu'il veut? Il veut un profit à deux chiffres. Et ce genre de lutte permanente pour obtenir le profit à 2 chiffres, la financiarisation galopante et ainsi de suite, conduit à la mort de l'humanité, conduit à l'épuisement des ressources, conduit à réaliser ce que Marx disait déjà dans Le Capital. C'est lui, c'est pas moi qui a écrit la phrase très prophétique. Le capitalisme ne déploie la richesse qu'en épuisant ses 2 sources, la terre et le travailleur. Et bien on y est. On y est. Et c'est ça l'exterminisme, en quelque sorte. D'où la conclusion que j'en tire, qui n'est pas une conclusion du tout pessimiste, aussi curieux que ce soit. Après, se dire, oh là là, bon alors, c'est la fin du monde, donc il n'y a plus qu'à faire ses prières. Et en plus, on ne peut même pas faire ses prières puisqu'on n'y croit pas. Donc on est dans la merde. Oui, certes, si on s'arrête à ça, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de prendre le problème comme il se doit pour des marxistes, par l'autre bout, c'est-à-dire par le bout de la contradiction. Il n'y a pas de A sans non-A. Il n'y a pas d'oppression sans rébellion. Et il n'y a pas d'exterminisme sans, comment dirais-je, réaction de l'humanité pour sauver sa peau. Autrement dit, sans front anti-exterministe. Il faut créer un large front anti-exterministe. Lorsque nous voyons aujourd'hui que dans le monde, effectivement, la classe ouvrière repart à l'offensive, lorsque nous voyons que les plus grandes grèves de toute l'histoire de l'humanité viennent d'avoir lieu, l'année dernière, où ça, en Inde, plusieurs centaines de millions de paysans et d'ouvriers qui ont bloqué New Delhi, qui ont bloqué Bombay, etc., eh bien, c'est enthousiasmant. Parce que ça, c'est un obstacle très concret. Quand les gens veulent vivre mieux, ça met une entrave considérable au projet exterministe du grand capital. Et puis, plus fondamentalement encore, si vous voulez, il y a des tas de gens qui sont des bourgeois, qui sont des capitalistes, qui sont des sociodémocrates, mais qui, quand même, se rendent compte petit à petit que, par exemple, la guerre actuellement de l'Union européenne et de l'OTAN contre la Russie peut nous conduire à une conflagration continentale, nucléaire qui plus est, et évidemment mondiale, parce que si l'Europe prend feu, le monde entier prendra feu très vite derrière. Et donc, vous avez par exemple des gens que je n'aime pas politiquement. Par exemple, Ségolène Royal, qui vient vous dire, mais
faut peut-être arrêter, vous vous rendez pas compte, il faut négocier, il faut trouver une solution. Elle se fait immédiatement rentrer dedans avec une violence incroyable, quoi. Comme si elle était la passionnariat elle-même, en quelque sorte. Hein. Ou vous avez Oscar Lafontaine en Allemagne, qui est un social-démocrate, c'est pas un bolchevique au couteau entre les dents, hein. Bon, et pas du tout, qui dit mais rendez-vous compte où est-ce qu'elle est en train d'aller, et puis rendez-vous compte que là, du coup, l'Allemagne est en train de redevenir ce qu'elle a été à une autre époque, c'est-à-dire une puissance militaire qui tente à redominer le continent. Et vous avez, par exemple, en France, Pierre de Gaulle, je ne sais pas si c'est le neveu, le petit-fils, etc. Enfin bref, il a une filiation avec le grand Charles, si vous voulez, qui lui aussi finit par dire, mais bon, les fauteurs de guerre dans cette affaire-là, ce ne sont pas les Russes, ce sont les Américains. Bon, et il faut arrêter la machine infernale, etc. Il ne s'agit pas de se coucher devant tous ces gens-là, il ne s'agit pas d'arrêter les critiques que nous devons leur faire, puisque nous sommes des prolétaires, et eux, ce sont des bourgeois ou des alliés des bourgeois. Mais Lénine a toujours dit, lisez ses œuvres, lisez Lénine, vraiment. Hein, et vous verrez que c'est très subtil, Lénine. C'est pas comment dirais-je, couper au couteau. Hein. Et que Lénine vous dit, il faut diviser la bourgeoisie, il faut faire en sorte que nous repérions le camp pacifiste, il l'appelle comme ça, le camp pacifiste de la bourgeoisie pour l'opposer au camp qu'il appelait à l'époque le camp militariste, en quelque sorte. Sans pour autant abandonner quoi? Eh bien le fond des choses, qui n'en reste pas moins la question du socialisme, car nous savons bien que sans le socialisme, eh bien nous ne couperons pas court aux guerres impérialistes. Tant qu'il y aura du capitalisme, il y aura des tendances très fortes aux guerres impérialistes. Tout cela, je le résume, par la belle phrase qui fait que Cuba est toujours debout aujourd'hui, et non pas l'Union soviétique. Je résume les choses. Comment a réagi Gorbatchev à l'époque de Reagan et de la crise des fusées de 1984? Il a réagi par la capitulation idéologique, et il appelait ça à l'époque la nouvelle pensée politique. La nouvelle pensée politique de Gorbatchev se résumait dans la formule privilégier les valeurs universelles de l'humanité par rapport aux intérêts de classe du prolétariat. Gorbatchev ne pouvait pas faire un seul discours sans dire ça. Or, privilégier les valeurs universelles de l'humanité par rapport aux intérêts de classe du prolétariat, ça voulait dire très clairement, eh bien, pour sauver la paix mondiale, abandonner le socialisme. Et c'est exactement ce qui s'est passé, sauf que quand on abandonne le socialisme, comme tout le monde le voit aujourd'hui, gros comme le nez au milieu de la figure, on ne favorise pas la paix, au contraire, on encourage l'impérialisme. Gorbatchev, ça a été le Munich de l'Union soviétique, si vous voulez. Donc ça a été la réponse catastrophique que Gorbatchev a apportée à l'exterminisme capitaliste. Au fond, Reagan disait plutôt mort que rouge. Hein, plutôt anéantir l'humanité que tolérer encore l'existence du socialisme. Et Gorbatchev lui a répondu plutôt vivant que socialiste. Et donc abandonnons le socialisme, et pour finir, abandonnons la vie aussi, puisqu'il n'y a plus de rempart aujourd'hui, il n'y a plus ce rempart qu'était l'Union soviétique contre le capitalisme et l'impérialisme. Donc il a aggravé le problème. Reculer pour encore plus mal sauter, si l'on peut dire. Et en face, on avait qui? Dans le camp communiste, Fidel Castro. Hein, et bon, moi j'ai toujours été un ami de Cuba, comme mes camarades du PRCF. Et Fidel Castro est un peu l'homme qui nous a sauvés du désespoir, nous les gens de cette génération, si vous voulez, quand il a fait un grand discours pour le 30e anniversaire de la révolution cubaine. Ça a eu lieu, si je me souviens bien, à Camagüey, à Cuba. Et donc dans le discours de Camagüey, qui date donc du 26 juillet 1989, hein, et bien donc vous voyez, 1989 c'est le moment où ça bascule, en Europe de l'Est. Et donc là, le discours est en réalité tourné contre Gorbatchev. Il n'est jamais nommé, parce que les Cubains ne peuvent pas critiquer trop les Soviétiques, quand même ils en dépendent encore à l'époque, c'est quand même les Soviétiques qui leur livrent le pétrole. Donc on ne peut pas tout dire. Mais n'empêche que dans le discours, il dit ceci, camarades, il y a la paix des riches. Ah oui, on nous dit, il faut la paix, il faut la paix, il faut la paix. Et je réponds, il y a la paix des riches et la paix des pauvres. On nous dit, il faut la démocratie, la démocratie, la démocratie. Ça, c'est Gorbatchev. Les valeurs universelles de l'humanité, sans contenu de classe, au-dessus des intérêts de classe du prolétariat. Et Castro répond, il y a la démocratie des riches et la démocratie des pauvres. Voilà la réponse de Cuba. Et je vous dis que c'est pour ça que Cuba est toujours debout. Parce qu'à l'époque, elle a tenu les positions de classe. Elle n'a pas opposé le socialisme
à la paix, le socialisme, aux valeurs universelles de l'humanité. Elle a retrouvé les sources vives du marxisme, qui sont, comme l'a dit Marx depuis le début, que l'émancipation des travailleurs est à la base de l'émancipation de toute l'humanité. Que c'est par l'émancipation des travailleurs, c'est-à-dire le socialisme et le communisme, qu'on peut aller vers l'émancipation de toute l'humanité, que donc il ne faut pas opposer l'universel aux valeurs de classe, au contenu de classe. Et c'est pour ça qu'effectivement, nous ne sommes pas ni des pacifistes bêlants comme Gorbatchev, car nous voyons ce que le pacifisme bélant produit, c'est-à-dire la guerre mondiale. C'est pas le contraire de la guerre mondiale, c'est l'accompagnement sucré de la guerre mondiale, le pacifisme, en quelque sorte. Mais nous ne sommes pas non plus, évidemment, des bourrins, en quelque sorte, qui disent, eh bien, vive la guerre mondiale, on verra bien, et puis à la fin, c'est nous qui gagnerons. Vous voyez, on ne doit pas reproduire les propos un quelque peu imprudents de certains communistes des années 60 qui disaient que, effectivement, une fois que la guerre exterministe aurait eu lieu, eh bien, le socialisme régnerait sur le monde entier, parce que les capitalistes auraient disparu comme la Révolution d'octobre a été permise par la Première Guerre mondiale et comme le camp socialiste a été permis par la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une différence majeure. Maintenant, il y a des armes nucléaires. Et 15% d'utilisation des armes nucléaires existantes, déjà en 1984, alors c'est vous dire aujourd'hui, permettrait l'anéantissement de l'humanité. 15%. Vous voyez ? Bon, donc, nous devons être les champions de la lutte pour la paix contre l'impérialisme, mais en ajoutant toujours que la clause de sauvegarde, c'est que sans le socialisme à terme, il n'y aura pas de paix. La paix ne sera pas maintenue. Tout ça se résume dans la formule de Castro, que je reprends telle qu'elle, elle résume tout. Pour moi, c'est finalement le résumé de la politique du PRCF, de la mienne aussi, enfin celle, à mon avis, de tous les communistes, de toute façon, un tant soit peu, comment dirais-je, raisonnable dans le monde. La formule qui terminait tous les discours de Castro à l'époque, c'était à l'espagnol, patria o muerte, socialismo o morir. Hein, la patrie ou la mort, le socialisme ou mourir. Alors il faut ajouter peut-être patrias o muerte, les patries, parce qu'il n'y en a pas qu'une, l'indépendance de tous les pays, la souveraineté des pays, ou la mort, le socialisme ou mourir. Et quand il dit le socialisme ou mourir, ça ne veut pas seulement dire il faut se battre jusqu'à la mort pour sauver le socialisme. Ça veut dire, si pour finir, l'humanité ne devient pas socialiste et communiste, l'humanité mourra. Car le capitalisme, le maintien du capitalisme en longue durée, c'est la mort. Hein, il faut le comprendre comme ça, c'est-à-dire qu'avant tout, c'est un appel à la vie, c'est un appel à la raison. Et d'ailleurs, Yuri Andropov, qui a été le dernier président communiste de l'URSS, n'était pas loin de ça quand il proposait, malheureusement il est mort très vite, que nous créions, nous les communistes, nous créions à l'échelle mondiale ce qu'il appelait un front de la raison. Un front de la raison, non pas avec l'impérialisme, mais contre l'impérialisme. Un front contre l'extrémisme, hein, bien entendu. Voilà, alors je termine vraiment maintenant, c'est sur le dernier point, et après j'aurais vraiment balayé un petit peu ce que j'ai voulu faire à l'époque. Donc le dernier essai de ce bouquin, eh bien s'intitulait « Et je ne changerai pas une ligne à ce titre pour un nouveau congrès de Tours ». Pour un nouveau congrès de Tours. Le congrès de Tours, peut-être que vous ne le savez pas tous, mais la plupart, je pense quand même, c'est le congrès auquel a été fondé le PCF en 1920, c'est-à-dire celui par lequel le Parti socialiste français de l'époque s'est affilié à l'Internationale communiste. En fait, d'ailleurs, c'est un petit peu faux de dire qu'il a été fondé en 1920, puisque c'est en 1921 qu'officiellement est né le Parti communiste français. Auparavant, on avait le Parti socialiste, section française de l'Internationale communiste. Vous voyez ce que c'est que la dialectique, et que les choses ne sont pas comme ça tranchées, hein, que des fois on a une contradiction bien réelle, bien vivante, puisque c'est un parti socialiste, membre de l'Internationale communiste. Mais bon, il faut bien, pour que la porte s'ouvre, si elle était fermée, qu'à un moment, on l'en trouve. Hein, c'est le mouvement, c'est le changement. Et donc, quelle est l'essence du congrès de Tours? Déjà à l'époque, j'avais un petit peu travaillé là-dessus, et dans Étincelle, j'ai refait un petit topo qui est passé dans la revue qui a été consacrée au congrès de Tours en 2020, je pense. Voilà. Et donc ça s'intitulait non pas qu'est-ce que le congrès de Tours, mais qu'est-ce qu'un congrès de Tours. Un congrès de Tours. Car il y a un concept du congrès de Tours. Et il vaut pour tous les pays. Il est universel.
En Italie, le Parti communiste n'est pas né comme en France. J'imagine qu'en Indonésie, puisque nous avons la chance d'avoir ici la camarade Ibarrouri, ça n'a pas été non plus exactement le même processus, etc. qu'en France. Dans chaque pays, ça a été forcément différent. Mais le concept est toujours le même. Rompre avec le réformisme et rejoindre la révolution, le marxisme, le prolétariat, en quelque sorte. Le Congrès Tour, c'est un acte de rupture, un acte où on tranche entre les éléments révolutionnaires et les éléments réformistes. Dans le Congrès Tour, vous aviez effectivement donc des éléments révolutionnaires, comme Vaillant Couturier, comme Cachin, comme d'autres militants en vue de l'ancien Parti Socialiste. C'est des gens qui étaient socialistes avant, qui étaient au Parti Socialiste, mais qui étaient d'aile gauche et qui étaient pour la Révolution d'octobre, en gros, et qui s'étaient démarqués de l'impérialisme français. Puis vous avez le courant réformiste, qui sera par la suite représenté par le plus connu d'entre eux, c'est-à-dire Léon Blum. Et puis vous aviez aussi des gens qui n'étaient pas dans le parti à l'époque. Des gens qui avaient mené la bataille pour l'adhésion à la Troisième Internationale communiste, et qui, donc, si vous voulez, n'adhéraient pas au Parti Socialiste parce qu'ils le trouvaient trop réformiste. Et pour finir, le Congrès de Tours, ça a été la jonction entre ces deux courants, plus un troisième, celui des syndicalistes révolutionnaires, qui n'étaient adhérents à rien du tout, et qui n'étaient même pas politiques, si vous voulez, tellement, enfin, qu'ils étaient politiques par leur mentalité, si vous voulez, mais ils n'étaient pas organisés politiquement. Et ça a été la fusion de ces trois courants qui a permis, en réalité, avec Gaston Monmousseau, qu'a démarché Lénine, c'est Lénine qui est allé le chercher carrément. Il n'est pas venu en France, si vous voulez. Enfin, il a fait des pieds et des mains pour que les communistes français se tournent vers Gaston Monmousseau, qui était le dirigeant de la Vie ouvrière qui était le courant. À l'époque, c'était pas un journal, la Vie ouvrière, c'était un courant politique de la CGT, le courant plus à gauche. Et voilà comment s'est formé le Parti communiste dans notre pays, par la rupture entre les éléments réformistes et les éléments révolutionnaires. Aujourd'hui, je crois que c'est encore plus net qu'à l'époque, puisque, quand j'ai relevé ça en 97, il y avait encore en France au moins un semblant de parti communiste. Il y avait encore des cellules, des sections, etc. Moi, je ne me suis pas résolu à quitter ça si vite, parce que je me disais que c'était le legs de l'histoire, qu'il ne fallait pas le laisser justement aux mutants, qu'il ne fallait pas le laisser aux réformistes, qu'il fallait se battre pour garder ce capital qui était un capital des travailleurs, avec derrière la mort, les tortures. Tous ceux qui avaient été payés du prix du sang par nos camarades, donc il ne fallait pas leur laisser. Et donc je suis resté au PCF jusqu'en 2004, où là, on m'a chassé du parti, d'ailleurs, manu militari, comme quoi, à un moment, les contradictions montrent qu'elles sont antagonistes, quand ça se termine par, autre chose que des paroles, si vous voulez. Mais, donc, d'une manière ou d'une autre, on peut avoir ici en tête que c'est cela qu'il nous faut, plus que jamais, parce que dans un pays comme le nôtre, et maintenant, je termine sur l'actualité, nous voyons bien que nous accumulons les défaites. Alors on peut toujours se dire, oui, nous gagnons des batailles culturelles parce que Macron est isolé. Ah oui, il est isolé, mais n'empêche qu'on se prend 2 ans de plus dans la tête pour les retraites. Et les armes, elles sont bel et bien livrées à l'Ukraine, et à l'Ukraine pro-nazie, et en France, on ne voit pas ce qu'on voit en Italie ou ailleurs, c'est-à-dire des dockers qui font grève pour ne pas charger les canons César, etc., etc. Et donc, pour finir, on peut toujours se bercer de belles paroles, mais dans la réalité, défaite, défaite, défaite. Et défaite au point même que c'est l'existence de la France maintenant. Là, c'est le patriote qui parle, et même de sa langue qui est en cause. Et à brève échéance, camarades, regardez les choses en face. L'État fédéral européen, Olaf Scholz, a annoncé qu'il serait en place avant la fin de son mandat. Et ça fait déjà 1 an qu'il est en place. Donc, c'est 5 ans, donc vous voyez ce que ça veut dire. C'est qu'on va vers l'État européen, l'armée européenne, la gendarmerie européenne, ainsi de suite. Et vous imaginez la formidable défaite, non seulement pour la classe ouvrière française, ça sera, mais même pour les progressistes du monde entier si ça arrive. Pourquoi? Parce que, imaginez qu'ils arrivent réellement à mettre en place leur État fédéral européen, avec leur armée européenne, leur gendarmerie européenne, leur justice européenne. Imaginez que demain, vous ayez réellement
donc des gendarmes ukrainiens qui vous arrêtent dans la rue pour contrôler vos papiers. Mais vous comprenez un peu le sens du patriotisme aujourd'hui, le sens de classe du patriotisme aujourd'hui. Il faut regarder tout ça en face, c'est vers ça qu'on va. Et pas si loin que ça, puisque déjà, par exemple, les troupes ukrainiennes sont entraînées en France. Il y a des entraînements qu'on crée déjà chez nous. Hein. Si demain, effectivement, donc nous avions, et c'est possible, une révolution dans ce pays, car la France reste quand même, comme le disait Marx au XIXe siècle, le pays classique des luttes de classe menées jusqu'au bout. Et on le voit, on l'a vu, le peuple français a encore donné un magnifique exemple à l'échelle mondiale. Là, on peut être patriote de ce côté-là, si vous voulez. Hein. Il y avait un mot d'ordre en anglais là, qui courait sur Internet cet an dernier, c'était « Be French ». Hein, pour les militants ouvriers du monde entier. Moi, j'ai reçu des messages comme si j'étais l'organisateur personnellement des 3,5 millions de manifestants à Paris, des messages qui disaient « Bravo le PRCF qui organise les luttes de classe ». Bon, alors j'étais obligé de dire que c'était pas exactement comme ça que ça se passait, mais si vous voulez, ça faisait plaisir, hein, ça faisait quand même plaisir de voir que bon, le peuple français a encore quelque chose à apporter au monde, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'ils veulent s'en débarrasser. Confidence pour confidence, puisque c'est aujourd'hui aussi un petit peu l'occasion pour moi de dire un mot de ma trajectoire. Ma première manif, mes premières manifs, ou plus exactement mes premières actions politiques, je les ai menées quand j'avais 16 ans, j'étais en terminale et j'étais au lycée de Monaco. Donc vous voyez, c'était pas l'endroit le plus facile du monde pour mener une lutte de classe, d'autant plus que finalement mon lycée n'a pas fait grève et que j'ai réussi à entraîner 8 personnes. Donc, si vous voulez, c'est pas le bout du monde. Mais si je vous dis ça, c'est tout simplement parce qu'en réalité, vous avez derrière cette petite expérience personnelle une chose très importante que j'ai pu vivre, c'est que à l'époque, nous avons quand même eu 9 millions de grévistes dans le pays. Ça a été, jusqu'aux grèves indiennes récentes, là, on avait le record du monde, si vous voulez, de grévistes, en quelque sorte. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec la bourgeoisie française juste derrière? Et c'est là que vous allez voir, comme le nez au milieu de la figure, le lien entre les luttes sociales et les luttes patriotiques et nationales, c'est que dès 1969, 70, 71, la grande bourgeoisie française, a décidé de faire la peau à De Gaulle. Oui, dehors. Le vieux qui avait foutu dehors l'OTAN et qui avait fait des histoires avec l'Union européenne. Deuxièmement, Giscard, Mitterrand, compagnie, etc., accélération du processus européen. Mise en place, effectivement, de tous les éléments qui ont conduit ensuite à quoi? À la désindustrialisation massive du pays, au point que désormais, la France a un produit intérieur brut industriel en proportion de son PIB général, qui est plus faible que celui de la République du Nicaragua. Voilà, on ne produit plus rien dans notre pays, ou plus grand-chose. On n'est plus qu'une plateforme logistique qui trimballe les produits de Gibraltar à Helsinki et retour. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Uniquement pour des raisons économiques? Uniquement pour des raisons de coût? C'est naïf que de penser ça. Pour des raisons de classe. Pour des raisons de classe. Quand vous aviez une classe ouvrière en France, il y avait 6 millions de métallurgistes en 1968. Vous vous rendez compte? Eh bien, vous avez effectivement une puissance de frappe extraordinaire de la CGT, du Parti communiste. Il a fallu faire la peau de Billancourt. Et il a fallu casser Billancourt. Billancourt, c'était l'endroit, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Quand Georges Séguier et Henri Krasuki voulaient savoir si les accords qu'ils venaient de négocier avec Pompidou étaient agréés par la classe ouvrière, eh ben, ils n'avaient qu'une seule méthode possible, ils allaient place nationale à Billancourt. Et là, ben, les ouvriers disaient non, on n'en veut plus, etc. Donc on retournait aux négociations et ainsi de suite. Billancourt servait de cerveau à la classe ouvrière de tout le pays. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Aujourd'hui, on est à moins de 600 000 métallurgistes dans le pays. Bien moins sans doute, bien moins en réalité. Ce que ça signifie, c'est qu'ils ont voulu détruire, pour des raisons de classe, la puissance de frappe du prolétariat industriel dans le pays. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle la construction, non, européenne. C'est la construction européenne. La construction européenne, c'est pas autre chose que la désarticulation complète des acquis du CNR. Ça, tout le monde le dit, tout le monde le répète, tout le monde le sait, je ne vais pas épiloguer, mais c'est aussi et surtout, c'est ça le centre, c'est ça le cœur de tout le reste, c'est la destruction programmée, volontaire, systématique de la classe ouvrière française. Comme ça, plus de classe ouvrière,
plus de danger de révolution dans le pays, tant pis si la France n'existe plus, tant pis si même la bourgeoisie française se vassalise de plus en plus par rapport à l'Empire européen, abandonne la langue française, choisit l'anglais, patati patata, au moins, voilà, comme ça, après il y aura toujours derrière l'armée européenne, la gendarmerie européenne, la justice européenne et ainsi de suite, qui viendront mater les gens si jamais les révoltes partent trop fort. Et on n'aura plus 1848, on n'aura plus le printemps des peuples. C'est pour ça que je disais que derrière, c'est aussi, si jamais ils arrivent à leur objectif, détruire la France. Une formidable défaite pour le prolétariat mondial. Pas seulement pour le prolétariat français, parce qu'ils ont remis la peau de l'Union soviétique, la révolution d'octobre 1917, mais dans la foulée, ils auront eu aussi la peau du pays, de la Révolution française et de la Commune de Paris, ce qui n'est pas une petite chose. Donc tout ça, c'est lié, et tout ça, ça signifie qu'il faut opposer notre logique, la logique d'une reconstruction communiste en France, une reconstruction communiste mondiale, une reconstruction anti-impérialiste mondiale, etc., etc., à la logique du grand capital, d'où finalement le titre de ce bouquin de l'époque, qui était Mondialisation capitaliste et projet communiste, que je vous suggère de lire, et pas pour des raisons financières, hein, parce que je ne suis pas intéressé, ou je n'ai pas de royalty là-dessus. Hein. Voilà, et puis ça aidera les éditions d'Edgar qui le méritent bien. J'ai terminé.